ça marche. Donc, la semaine dernière, on en était à regarder les collisions et à regarder ce qui se passe quand on a une partie. On a regardé dans un volume ce qui se passe. On va regarder dans l'évolution dans le temps du volume, du nombre de particules qui dans un cube de taille R1, dr et T. Enfin, on regardait un volume F de R P1T. La semaine dernière, on avait regardé le nombre de particules qui étaient shootées hors du volume et on était arrivé au fait que, alors ça va aller, je ne sais plus du tout, puisque j'ai tourné ma page, on était arrivé au terme que R, alors il faut quand même que je prenne mon stylo, non mais il dit que je prenne un truc plus petit, je vais essayer. Donc ça je vous rappelle juste, hein, parce qu'on va comparer les expressions tout à l'heure. Si je prends encore plus fin, ça sera encore mieux. On avait R est égal à F de R P1 et de T, intégrale de dP2. Vérifier que c'est bien juste hein, ce que j'écris, avec une intégrale de d oméga, sigma d oméga. Puis ici on avait un terme V1 moins V2, bon c'est des vecteurs hein, bien sûr, F de R P2 et de T. Voilà. Donc ça c'était pour ce qui se passe dans le premier sens. Alors, on va regarder maintenant le calcul de R bar. Donc le R bar, c'est le calcul des particules qui vont rentrer dans le volume autour de P1, au volume R. Pardon. Et donc pour tous, quand vous arrivez en retard, rentrez par la salle du fond. Vous allez passer, rentrez dans la salle à côté, puis vous rentrez par cette porte. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous intéresser. Alors, il y a quelqu'un qui me disait la remarque la semaine dernière qu'il suffisait de tout inverser les indices. Alors c'est pas tout à fait aussi simple, donc on va le faire proprement. Parce que si on inverse tout brutalement, on arrive à des choses qui sont fausses. Donc essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est des processus qui vont faire intervenir P'1, P'2, et puis ça nous arrive à P1, P2, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce genre de processus. Alors pourquoi il faut se méfier un petit peu? Parce qu'en fait, tout ce qui nous intéresse ici, c'est que ça finisse dans P1. D'accord? Le P2, on s'en fout. Parce qu'on veut une particule qui rentre dans P1. Ou c'est qu'elle finit en P2, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Parce que le but, c'est de rentrer une particule dans P1. D'accord? L'idée, c'est qu'on a deux particules, P'1, P'2, et nous, ce qu'on veut regarder, c'est les particules qui rentrent dans P1. Okay? Dans le volume R avec une impulsion P1. Ce que devient la deuxième particule, elle est juste là elle se font cogner, il y en a une qui part, on s'en fout, mais ce qui nous intéresse, c'est celle qui rentre ici, dans P1. D'accord? Non, ça vous choque? L'idée, si vous voulez, c'est que quand vous regardez, ce qu'on veut regarder, c'est le nombre de particules qui rentrent dans un volume. D'accord? Ça, c'est dû à des chocs de deux particules. D'accord? Et il y en a une. Alors, bon, je vous fais ça. Imaginez qu'on est dans l'espace d'épée. Alors là, on ne dit pas dans l'espace d'épée, mais enfin. Donc, on a deux particules qui se rentrent dedans. Et ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il y en a une qui va finir dans P1, volume P1. Et ça va augmenter le nombre de particules dans ce volume de 1. Mais ce que devient l'autre dans le choc, on s'en fout. Mais si elle reste dedans aussi. Ah, mais si elle reste dedans, elle va compter une de plus. Si vous voulez ça, on va l'intégrer dans le process. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est celles qui finissent dans P1. Okay? Alors en fait, elle ne va pas pouvoir finir dans P1 en même temps, parce que c'est quand même le principe d'exclusion de Pauli. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va faire nos intégrales, on va intégrer que sur P1, P2, on ne va pas s'en soucier, parce que en fait, la particule, elle partira forcément ailleurs, à cause du principe de Pauli. D'accord? Donc c'est ça qui est assez subtil à comprendre dans ces trucs-là, et vous allez voir, c'est qu'en fait, vous êtes en train de regarder des particules qui ont des chocs, donc si vous voulez, on va le voir tout de suite. Quand on va faire les intégrales, il faut se méfier un peu sur quoi on intègre, parce que sigma de oméga dépend de P1, de P'1 et de P'2, mais vous avez aussi la conservation du quantité de mouvement, donc vous ne pouvez pas intégrer sur tout indépendamment. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir que les calculs ne sont pas forcément complètement triviaux à inverser par rapport au cas précédent. Donc là, on va faire la même chose. Donc on va considérer cette fois-ci un flux de particules incident.
un flux de particules incident. Donc ce flux de particules incident, il a une vitesse v'2. Et puis il arrive sur une particule V1. Qui a une vitesse v'1. Et ce qu'on a écrit simplement, c'est qu'à ce moment-là, le nombre de collisions, bon ça par contre c'est la même chose que tout à l'heure, enfin que la semaine dernière plutôt, eh bien c'est le nombre de particules qui ont cette vitesse V2, donc au point R, V'2, et puis T. On a un terme dP'2, D, voilà. Après, on a cette intégrale de collision, donc je note sigma prime d'oméga, puisque c'est dans l'autre sens qu'on va, d oméga, et puis on a à nouveau V'1 moins V'2. Ça a reflet, mais je vois rien. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, il faut vous rappeler quand même que ici, le sigma de oméga que je suis en train d'écrire, hein, c'est un sigma de P'1, P'2 dans P1, P2. Hein, c'est ça qu'on est en train de considérer. Donc en fait, dans ce processus-là, je ne suis pas en train de regarder n'importe quoi parce qu'on pourrait avoir l'impression que j'intègre sur R, V'2 et puis finalement, on ne voit pas bien où est compris le fait que ça finit dans P1, P2. Le fait que ça finit dans P1, P2, il est compris dans ce terme-là. D'accord, j'ai oublié le prime d'ailleurs là. D'accord. C'est là que je suis bien en train de dire que mon histoire, elle finit bien dans P1, P2. Je ne suis pas en train d'intégrer les processus qui finissent n'importe où dans l'espace. D'accord, c'est bien là que je le tiens. Excusez-moi. Ouais. Quand vous mettez des primes, c'est-à-dire que c'est après chaque ou c'est juste le cas? Vous les mettez juste comme ça, même avant? Non, c'est une notation. Ce que je veux dire, c'est pas une notation, ça veut dire que le sigma prime, c'est ça. C'est juste pour vous noter que c'est celui-là, sigma prime. C'est pas le même que tout à l'heure. Donc, maintenant, on va simplement mettre l'égalité, c'est-à-dire que si on regarde par unité de temps, dans le volume dP1, donc le R bar dP1 dt, donc ça c'est l'ensemble des processus qui se passent dans un volume dr, volume dr pendant un instant dt avec une impulsion dP1, ben, il faut que j'intègre tous ces processus, d'accord? Donc si je veux intégrer tout ça, j'obtiens une intégrale sur dP'2, d'accord? Donc ça vient tout simplement de ce terme-là, donc il faut que je les intègre tous, ceux-là. Donc ceux-là, il faut maintenant que j'intègre sur toutes les particules qui vont arriver, donc il faut que j'intègre sur tout cet angle solide. Okay, ça me permet d'intégrer sur tous les angles qui arrivent pour ma particule. Donc j'ai aussi une intégrale sur d de oméga sigma prime de oméga. Donc ça, intégré sur sigma prime de oméga, ça me revient à intégrer sur tous les P'1, P'2. Donc ça, je vous rappelle que dans ce modèle-là, on en a un qui est immobile, l'autre qui arrive. Donc là, ce que je suis en train de faire, la première intégrale correspond à intégrer sur la particule immobile, et la deuxième intégrale correspond à intégrer, une fois qu'il y en a une qui est immobile, à intégrer sur toutes les autres qui arrivent. D'accord? Dans ce modèle équivalent, c'est ça qu'on est en train de faire. Okay, puisqu'il y en a une, l'intégrer sur le premier, c'est bouger le vecteur, et oméga, ça correspond, une fois que j'en ai fixé un, à varier l'angle solide. Varier l'angle solide, ça veut dire varier en gros essentiellement ça. D'accord? Ouais. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire avec une impulsion P1 quand vous mettez en facteur de R1. Ah ben ça c'est simplement ce qu'on a vu tout au début, ça veut dire que vous êtes en espace à 6 dimensions, enfin si vous avez P1, P2, P3, enfin Px, Py, Pz, x, y, z. C'est-à-dire vous regardez, vous êtes dans un volume, et ce que vous allez regarder, c'est les variations. Si vous regardez ce qui vous intéresse, le transport, il est donné par quoi? Il est donné par une particule qui a une vitesse V1. Vitesse V, on va parler de façon générale. Vous avez une particule qui a une vitesse V. Elle se promène comme ça, elle a une vitesse V. Vous êtes d'accord que la résistance d'un système, essentiellement, c'est le moment où vous allez changer cette vitesse-là. Donc en fait, ce que je suis en train de regarder, c'est, là j'ai ma particule avec une vitesse V1, merde, excusez-moi, j'ai ma particule qui a une vitesse V1, je compte combien par unité de temps de particules vont changer de cette vitesse V1. Le nombre de particules par unité de temps qui ont une vitesse V1 ou P1, moi je l'appelle P1, bon, un vecteur à une masse près, c'est la même chose, okay, c'est R dP1 dt. C'est comme le volume VDT, quoi. Exactement.
D'accord? Donc le premier terme qui est R, c'est le nombre de particules que je vire du vitesse V1, mais j'en ai aussi que je ramène dedans. D'accord? Parce qu'il se peut qu'il y en ait certaines qui me le ramènent dedans. Donc le premier terme que je fais, c'est ceux qui vont shooter mes particules et qui vont faire que mon électron se sorte de V1, mais j'en ai aussi qui me le ramènent dedans. C'est ça le différentiel. La différence de l'un moins l'autre, ça va me faire ça. C'est pour ça qu'il y a un différentiel devant ça. Tout ça? C'est DP1 et pas P1. C'est le différentiel. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est par unité de temps tout ça. C'est par unité de temps que je regarde ça. Par unité de petite variation de vitesse. Ah bah oui, parce qu'après, il faut que j'intègre aussi. Parce que j'ai ceux qui vont lentement, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc il faut que j'intègre sur toutes les vitesses V1. Parce que ce qui compte pour le courant, c'est ceux qui vont à toutes les vitesses dans la même direction. Ok? Vous voyez le principe, c'est je compte tous ceux qui sont virés dans un sens et tous ceux qui sont ramenés dans l'autre sens. D'accord? Et le DP1, c'est parce que tant qu'ils vont dans le bon sens, on les compte. Ouais. Et du coup, là, j'ai compris partie gauche de l'égalité, mais la partie droite. Alors, la partie droite, elle concerne. Donc là, j'intègre. Alors là, c'est dans notre modèle qu'on avait tout à l'heure, qu'on a vu la semaine dernière, sur le modèle de dire que deux particules qui se rentrent dedans, c'est équivalent à une particule qui tape sur une autre. Bon. Là, j'ai deux intégrales. Alors, pourquoi j'ai deux intégrales? Parce que dans ce modèle-là, alors je vais essayer de vous faire un petit dessin. Alors, ça fait chier, quand je les mets en ligne, mes dessins, ils sont souvent faux. Alors, je ne sais pas que tout le monde tombe dessus, mais bon, bref. Donc, on va dire que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai une particule qui tape ici, et là, l'autre ici, elle arrive. Et essentiellement, après, ici, quand je repars, j'avais un angle... Putain, je suis tellement nul en dessin que... Je ne sais même pas comment vous le dessinez, ce bordel. Bon, vous vous rappelez qu'il y avait un truc qui s'appelle d oméga, qui a un angle solide comme ça, enfin, vous vous rappelez à peu près. Donc, dire qu'on intègre sur dp1, dp2, ça veut dire qu'on considère toutes les particules, dp2 qui se baladent, si vous voulez, et dire qu'on intègre sur d oméga, ça veut dire qu'on intègre, en gros, si vous voulez, alors il faut dire ça, mais enfin, essentiellement, c'est-à-dire qu'une fois que j'en ai choisi une, je regarde toutes les autres qui peuvent lui taper dessus. Donc c'est pour ça que j'ai deux intégrales là et là. D'accord? D oméga, sigma prime de oméga, ça veut dire que quand je regarde une particule, je l'intègre sur tous les angles possibles, je les choisis celle-là, et après je regarde toutes les autres qui peuvent lui taper dessus avec tous les angles solides possibles. D'accord? Et après j'en choisis une deuxième, pareil, je fais ça, etc. Donc je compte toutes les particules qui peuvent éventuellement taper dans celle-là et qui vont finir dans P1. D'accord? Donc une fois, je compte toutes celles-là. Ok? Et puis après, ben, comme je dis tout à l'heure, comme c'est un problème de particules qui se tapent dessus, j'ai toujours mon terme V'1 moins V'2. Et puis j'ai ici un terme F de R P'1 et puis de T. J'ai un DR qui traîne ici. Et puis j'ai un dP'1. Et puis j'ai un F de R, P'2 et de T. Bon, alors c'est là, il faut faire un tout petit peu subtil quand même, il faut faire gaffe à un truc. C'est qu'il y a une grosse différence avec le calcul qu'on avait fait d'avant, et justement qui est vachement subtil parce que ça revient à toutes les questions que vous avez posées. C'est là qu'il faut bien se poser, il faut bien regarder la question qu'on est en train de se poser. C'est que là, on intègre bien sur des P1, parce qu'on est en train de regarder les particules qui vont finir dans P1, c'est-à-dire qui vont être ramenées dans cette vitesse-là. Mais là, on est en train d'intégrer sur dP'1 parce qu'on est en train de regarder les particules qui, au départ, ne sont pas dans P1 et qui vont être ramenées dans P1. Donc là, c'est bien P1 et là, c'est bien P'1. Donc on ne peut pas faire comme tout à l'heure, les simplifier. Ça ne sont pas les mêmes. D'accord? Alors que le coup d'avant, on avait une intégrale sur tous les P1 qui étaient dans le volume de départ, puisqu'on regardait celles qui étaient shootées en dehors. Et là, c'était aussi la même chose. Donc on pouvait simplifier ce P1. Là, on ne peut pas. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne faut pas violemment inverser les choses, sinon on se fout dedans. Ouais. C'est quoi déjà la différence entre P1 et P'1? P', c'est après le choc? Non, P'1, c'est la particule qui se promène, Ouais. qui va se faire taper dans l'autre. P1, c'est la quantité de mouvement qui nous intéresse. C'est la quantité de mouvement de la particule qui va dans le bon sens, qui va porter le courant. D'accord? Donc, dans ce cas-là, les deux n'ont pas grand... Enfin, non, si, elles ont quelque chose à voir, parce que l'idée, c'est simplement
la particule qui est à P'1, qui peut être dans n'importe quelle direction, bam, elle se retrouve comme ça à la fin. Donc j'intègre sur tous les P'1 qui étaient comme ça. Donc ce truc-là, c'est celui-là, ce truc-là, c'est celui-là. D'accord? Donc j'ai surtout pas le droit de simplifier celui-là avec celui-là. Celui d'avant, c'était celui-là que je regarde comment il est shooté. Et de ce côté-là, c'était aussi celui-là parce que je regardais tous les P1 qui m'intéressaient. Parce qu'il n'y a pas que celui-là qui m'intéresse, celui qui est dans cette direction-là aussi, il compte. Donc c'était bien le même des deux côtés de l'égalité. Donc j'avais le droit de les simplifier. Ce que je n'ai pas le droit de faire ici. Ok? Donc c'est une astuce qui est pas, qui, au niveau du calcul se traduit comme ça, mais c'est aussi la physique qu'il y a derrière. On n'est pas en train de parler de la même chose. Ok? Alors pour ça, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut que vous ayez une bonne idée de ce que c'est que du transport et ce que c'est que la particule. En gros, là, toutes les particules qui vont vers l'avant, elles comptent, c'est ce que j'appelle les P1, c'est-à-dire elles comptent. À partir du moment où elles ne vont pas en arrière, c'est comme les scouts, quoi. Dès qu'elles ne vont pas vers l'arrière, c'est bon, elles comptent pour le courant. D'accord? Par contre, celles, et ça c'est les P1, c'est celles-là, d'accord? Et P'1, P'2, c'est celles, elles vont n'importe comment. L'essentiel, c'est qu'on regarde les processus qui vont en renvoyer une vers l'avant. D'accord? Si elles vont vers l'avant, c'est un des P1, là c'est bon, elles comptent, elles vont rajouter du courant. Ça, c'est les process qui rajoutent du courant. Les process qui vont enlever du courant, c'est si un des P1 va se faire taper, un des P1 n'importe lequel, va se faire taper par un autre électron, qui peut venir dans n'importe quelle direction. Il peut venir de devant, de derrière, de partout, qui va faire que il se retrouve comme ça. D'accord? Ou il se retrouve comme ça, parce que s'il se retrouve comme ça, il perd aussi la direction, l'intensité dans cette direction a diminué aussi. Hein. Donc ça compte aussi. Ouais? Vous pourriez écrire grosso modo, peut-être sur le tableau, vraiment comment est-ce qu'on construit l'intégrale, parce que enfin, on sait tellement vite, c'est pas clair. Comment on construit cette intégrale? Mathématiquement, vous voulez dire? En chacun des termes, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Enfin, tout ce que vous nous exposez. Mais... Ah ouais, alors vous l'écrire, attendez. Elles sont pas visibles. Attendez, je vais essayer de vous le faire en mieux alors. Je vais essayer. Bon, alors essentiellement, ça, c'est, on va dire que ça c'est là. Je vais écrire ça, c'est là. On va dire que ça c'est la particule. On va dire que c'est la particule qui porte le courant, si vous voulez. Non, parce que quand vous intégrez, vous intégrez sur dp. Quand vous avez un R, vous intégrez sur dp, pas sur dr. Vous avez R, vous avez F de R, P dt, et donc le volume c'est l'intégrale sur dp, pas sur dr. Parce que c'est une quantité infinitésimale. Ça c'est la particule qui porte le courant, si vous voulez. Ça, c'est la particule 2 du choc, si vous voulez. C'est pour ça qu'on l'appelle dp2. D'accord? Et puis la partie 1 du là, la particule 1 du choc, elle est cachée dans sigma. Sigma, puisque sigma de oméga, en fait, c'est sigma de P'1, P'2, P1, P2. Alors pourquoi elle est cachée là-dedans? Parce que vous avez quand même la règle de la conservation du moment. C'est-à-dire que vous avez quand même imposé que P'1 plus P'2 est égal à P1 plus P2. D'accord? Donc une fois que vous avez choisi ici d'intégrer sur toutes les particules 2 dans le choc, une fois que vous avez choisi d'intégrer sur tous les oméga, vous n'avez plus le choix maintenant. Parce que si vous rajoutez la conservation de la quantité de mouvement, d'accord, la conservation de l'énergie, et ça c'est le calcul qu'on a fait il y a 2 semaines, d'accord, vous n'avez plus de choix derrière. Donc le P1 et le P2, ils sont cachés là-dedans. C'est pour ça qu'on n'intègre pas sur P1 et P2. Parce qu'ils sont automatiquement cachés dans l'intégrale sur 2 oméga. Ouais. Et du coup, vous parliez que n'importe quelle particule, même si elle va dans l'autre sens, peut frapper, elle peut être sur P2', c'est ça? Ouais, c'est cette intégrale-là. Cette intégrale-là, elle fait tout l'espace. Mais souvent, ce qui embête les gens, c'est qu'on ne va pas apparaître P1, P2 dans cette intégrale-là.
Enfin, P1, c'est normal qu'on ne le voit pas, et les gens ne voient pas apparaître P2. Mais P2, c'est normal, il est caché là-dedans. Vous ne pouvez pas intégrer sur 3 termes quand vous avez la conservation du moment, ça, c'est pas possible. Ouais. Vous avez deux variables, vous avez deux intégrants R dans l'intégrale. Il y en a une, enfin, elles sont différentes ou c'est deux fois la même? Ouh, attends, j'en ai mis 2, c'est peut-être une connerie. Hein. C'est un oméga peut-être. Ah, ça, c'est un oméga, ça. Ah ouais, non, c'est un oméga. Attendez, je vais le réécrire propre, parce que je peux pas avoir 2 intégrants sur... Ouais, non. Ça, c'est une connerie. Ouais. Voilà, donc tout est caché là-dedans, particules 1 et 2 d'ailleurs. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous pouvez en fixer que 2 au maximum, hein, puis après, des chocs qui sont forcément avec 2 particules. Mais il y en a une qui est cachée dans le oméga. Alors maintenant, la chose que vous avez le droit de faire par contre, c'est les dt, ça vous pouvez les simplifier. Mais c'est simplement ça que vous avez le droit de faire. Alors les dt, je les ai oubliés quelque part. Je les ai à droite que je les ai oubliés. Ouais, je les ai oubliés à droite. Tout à fait. Si je veux simplifier un truc que j'ai oublié, ça va pas le faire. Donc je vais vous le mettre là. Hop, si je le mets là, vous n'allez pas arriver à le lire, donc je vais le mettre ailleurs. Alors attendez. On va le mettre là. L'objectif des calculs ici, c'est de calculer df sur dt collision, c'est ça? Ouais, on était calculé df sur dt collision. Tout ça en fonction de la section efficace. Ouais, alors la section efficace, bon ça on va en discuter après. Le problème c'est que la section efficace, si on va la calculer de façon microscopique, ça c'est pas la chose la plus simple à faire. Pour une raison simple, c'est que la section efficace au niveau microscopique, elle dépend par contre des interactions à court terme. Donc ça c'est pas complètement évident. Par contre, ce qu'on peut trouver, c'est la symétrie de ces trucs-là. D'accord? Parce qu'en fait, on va calculer les symétries en fait d'un certain nombre de choses. On peut calculer des temps de collision, on peut calculer plein de choses. Par contre, le noyau de l'interaction, c'est-à-dire vraiment le sigma oméga, lui, il dépend microscopiquement de l'interaction, des noyaux, etc., etc. Donc ça peut se faire, mais c'est assez compliqué. D'accord ? Est-ce qu'on va obtenir pour le df sur dt collision, ça va être un truc plutôt phénoménologique. Vous allez obtenir la dépendance en température. Par contre, le préfacteur, lui, va dépendre de choses, effectivement, que vous ne maîtrisez pas forcément. Si, ce que vous pouvez savoir aussi, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que vous allez obtenir la dépendance en température et vous allez aussi obtenir, vous pouvez obtenir la dépendance avec la masse atomique du truc. Mais devant, vous avez un facteur qui dépend de l'âge du capitaine, si vous voulez, ça c'est clair. D'accord ? Vous pouvez le calculer aussi, mais pas aussi simplement. Donc une fois que vous avez simplifié ce dt et ce dt, ouais. Si j'avais bien compris, l'autre fois, à l'UPDR, on avait obtenu V1 moins V2 dt. Là, on fait la même chose, mais Ouais. c'est un dr à plus. Non, c'est strictement la même chose que la dernière fois. Là. L'équation, alors, si vous regardez les équations par rapport à ce qu'il avait dit, elles ont exactement la même forme. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut faire attention qu'elles ont la même forme, mais ce n'est pas exactement les mêmes parce qu'elles ne représentent pas les mêmes processus. Donc elles ont la même forme, mais il faut faire attention à ce que représentent les différents termes, et en particulier que celui-là et celui-là, ce n'est pas les mêmes, donc on ne peut pas les simplifier. D'accord ? Elles ont les mêmes formes, mais il faut bien essayer de comprendre à quoi correspondent chacun des termes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que ce n'est pas les mêmes processus. Mais si vous regardez la structure de l'équation, c'est exactement la même. D'accord ? Exactement la même. Justement, il y a un DR qui manque dans la partie gauche, non? Parce qu'on est censé avoir un volume DR dPr. Ah, attendez, là je veux pas vous dire trop de bêtises, on va carrément regarder. Attendez, il y a peut-être un DR, attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semblait qu'il n'y en avait pas, mais... Il y en a la semaine dernière. Qui a disparu du coup avec celui... DR dP1 qui avait disparu. Ah oui, il y avait un DR, donc vous avez... Ah mais c'est le... Excusez-moi, je vous dis une bêtise, j'avais un DR, alors attendez, je vous demande 2 secondes que je regarde mes notes, que je ne me plante pas complètement. J'ai un DR.
Alors pourquoi j'avais un DA et puis j'avais un DT, le DR s'en allait. RDR DP1 égale. Ouais, sauf que j'avais pas de DT, là, ça je comprends pas bien. Ouais, non, mais ce qui m'embête, c'est de le DT maintenant. Parce que là, je gardais un DT jusqu'au bout pour le coup. Ouais. Le terme CR marche, en fait, c'est un nombre de particules qui rentrent dans RP Ouais. par unité de temps. Autour d'un volume d'épée et pendant un temps d'été. Ouais, je suis. Ouais. C'est un nombre de particules par unité d'espace, de mouvement et de temps. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de mettre un. Non, mais le DR, non, mais vous avez raison sur le DR. En fait, vous aviez raison, mademoiselle. Par contre, dans ce qui m'embête plus maintenant, c'est. Non, ce qui m'embête plus, c'est le. Non, en fait, oui. Donc celui-là, il simplifie avec quoi, vous dites? Avec l'autre DR. Avec l'autre DR qui est là. C'est ça que vous me dites? Bon, ok. Ben, merci. Comme ça revient dans le bon sens. Heureusement que vous êtes là pour vérifier les bêtises que je dis. Bon, et là, si on remet tout ça ensemble, alors c'est là qu'on doit pouvoir s'en sortir. On va simplifier tout ce bazar et on obtient finalement que R dP1 est égal à ce qui nous reste, une intégrale sur D P'2, une intégrale sur D de oméga, sigma prime de oméga, une V'1 moins V'2 fois F de R de P'1 et de T fois D'1 dP'1 F de R de P'2 et de T. Bien, donc ça ressemble beaucoup à l'autre. Alors c'est là par contre où on va utiliser ce qu'on a vu les dernières fois, et parce qu'on a quand même pas mal de symétrie dans ce problème. Donc c'est ça qui va nous sauver. Enfin nous sauver, je ne sais pas qu'on soit en péril, mais on a pas mal de simplifications à faire parce que le problème a quand même pas mal de symétrie là-dedans. En particulier, on avait vu que quand on a des collisions inverses, on a sigma est égal à sigma prime, parce qu'en fait, on avait vu que sigma de P1, P2, P'1, P'2, c'était égal à celui de la collision inverse, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'on avait une micro-réversibilité de cette histoire. Donc, ça, on peut le marquer simplement. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ces histoires de choc, machin truc, on avait V'1 moins V'2 est égal à V1 moins V2. Donc ça va nous simplifier aussi la vie. C'est quoi déjà la différence entre V' et V? Bah, c'est les processus inverses. C'est-à-dire qu'on regarde ça, tac, tac, et l'autre, c'est tac, 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 tac. Donc c'est juste le processus inverse. Et puis vous avez dP1, dP2. Donc ça, on l'a vu, je crois, il y a deux cours. Hein, c'est simplement là, dans un choc à deux particules, on a ça. dP'1, dP'2. Ça, je crois que c'est l'avant-dernier cours qu'on a vu ça. Donc, si on met tout ça en marche, eh bien, on obtient simplement que R dP1 est égal à l'intégrale sur dP2, l'intégrale sur d oméga sigma de oméga, et puis il nous reste maintenant un V1 moins V2, un F de R P1 et T dP1 et un F de R P2 et de T. Voilà. Excusez-moi. Ouais. La deuxième équation, je vois bien d'où elle vient, mais la première, c'est quoi? C'est la conservation d'énergie? Ça?
Non, V1' moins V2' est égal à V1 moins V2. Ah, ça, c'est simplement quand on fait. Alors, ça, il faut remonter il y a deux cours. On l'avait vu quand il y a des chocs à deux particules. Si vous construisez un vecteur P1 moins P2, vous pouvez montrer, on fait 3-4 lignes hein, pour le faire si vous remontez il y a deux cours. On a vu que dans un choc à deux particules, si vous posez un vecteur petit p égale P1 moins P2, vous pouvez montrer assez vite que ces trucs-là se conservent. Ça, si vous remontez de 3-4 pages, c'est fait, ne vous inquiétez pas, c'est facile. Et Ouais. à quel moment f de RP1 est égal à f de RP1'? Enfin, dans les f, on ne peut pas changer. Non, mais là c'est R, là c'est plus R bar. Là c'est l'équation d'avant. Ah, Non, ok, non, d'accord. non, si, ça c'est un R bar. Excusez-moi, ça je me trompe, c'est un R bar ici. Ah, c'est un R bar. Ah, bah, Ouais. alors, Ah, bah, du coup, le P1'. Où c'est qu'il y a un P1' qui vous gêne? Non, justement, bah, alors Dans là, on F. a f de RP1T, et juste avant, on a fait f de RP1'. On ne peut pas changer le P1' en P1 comme ça. Oui, attendez, monsieur, mais là je vous dis une oui, donc vous avez raison. C'est des P1' dedans là. Et du coup, P2'. Et P2' aussi, non, ça c'est juste. Oui. Excusez-moi, là vous avez tout à fait raison. Alors, par contre, maintenant, ce qui devient plus marrant, c'est que ce coup-ci, vous avez le même par le changement de variable. Ce truc-ci est devenu le même des deux côtés. D'accord? Alors, du coup, on peut les simplifier. Alors, ça, c'est dû, en fait, cette histoire, elle vient de cette propriété-là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient simplement d'un choc à deux collisions. On a cette propriété qui arrive. Alors, ça vient du fait qu'on est sur des chocs binaires et élastiques. Sinon, ça ne marcherait pas. D'accord? Ouais. Tu peux redire d'où on tient l'égalité des produits scalaires des TP1 là? Ah ben ça, je peux vous le montrer si vous voulez. Alors attendez. N'est pas invariante par renversement du sens du temps. Donc ça se voit très bien dans l'équation du temps de relaxation. Donc c'est quelque chose d'irréversible. Ok. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que j'ai fait du transport, que j'ai fait des collisions sur mon gaz d'électrons qui avance, je ne reviendrai jamais dans l'autre sens, même si j'inverse la tension, ça ne marche pas. Okay. Autrement dit, quand j'ai un circuit électrique, je le branche dans un sens, ça chauffe. Si je le branche dans l'autre sens, ça ne refroidit pas. Ça continue à chauffer. D'accord. Donc c'est irréversible, j'ai créé de l'entropie et c'est fini. D'accord. Et ça, vous le voyez ici, le terme de droite, ça ne marche pas. Quoi que je fasse, ça ne va pas le faire. Alors en fait, si vous voulez, ça c'est lié au fait que ça c'est dû au fait qu'il n'y a pas de corrélation entre avant et après la collision. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que une fois que la particule s'est fait taper par un ion ou je ne sais pas quoi, elle ne se souvient plus de ce qui lui est arrivé. D'accord ? Donc pour elle, chaque collision est nouvelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a tapé là, elle ne se souvient plus d'où elle vient. Donc pour elle, si elle revient en arrière, elle ne va pas se souvenir qu'elle a tapé là ou qu'elle a tapé contre tel phonon. D'accord ? Donc elle n'a aucun moyen de revenir en arrière. Elle n'a pas de mémoire, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Donc pour elle, c'est irréversible. D'accord ? Il lui est arrivé ça dans la vie. Elle n'est pas capable de se souvenir assez pour revenir et refaire la même chose en arrière. Donc c'est un truc qui est complètement irréversible. Ce qui n'est pas toujours le cas en physique. Hein. Vous avez des processus qui sont complètement réversibles. D'accord ? Si vous remontez le temps, elle va repasser exactement par là où elle est passée. Là, elle ne pourra pas revenir par où elle est passée parce qu'elle ne s'en souvient pas. D'accord ? Donc ce genre de phénomène est irréversible quand vous avez des chocs comme ça entre particules, c'est irréversible. Alors ça vient du fait aussi, si vous regardez, alors ça vient aussi du fait que vous avez le taux, c'est-à-dire le temps qui se passe entre deux collisions, qui est très très grand devant taux 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps sur lequel elle interagit
avec sa copine ou avec l'impureté est très très court par rapport au temps qu'elle met pour voyager. Donc le temps qu'elle traverse là est très grand, donc elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé là. Si vous aviez une interaction qui dure longtemps, vous pourriez imaginer que l'interaction dure jusqu'à ce qu'elle arrive à la particule suivante. Donc là, vous pourriez imaginer que si vous remontez le fil, elle suivrait effectivement le même trajet, parce qu'elle serait déjà en train d'interagir avec la suivante au moment où elle interagit avec la précédente. Alors ça donne d'autres phénomènes. Quand vous êtes dans ce phénomène-là, vous avez des phénomènes de localisation forte ou des trucs comme ça, parce que la particule se met à interagir simultanément avec plusieurs impuretés. Ouais. C'est à basse température sur le jour. Non, à basse température, enfin oui, c'est souvent à basse température qu'on l'observe, mais les problèmes de désordre fort, c'est des problèmes où vous avez par exemple une impureté qui peut se mettre à avoir plusieurs impuretés si vous êtes dans un régime extrêmement désordonné, par exemple. Ce qu'on appelle le désordre fort, les localisations, bon, ça c'est un ami Gouzi qui connaît très bien ça ici. Vous pouvez avoir des problèmes où ce qu'on appelle la localisation, où l'électron n'avance plus parce qu'il peut éventuellement se mettre à avoir plusieurs impuretés en même temps si vous êtes dans un régime où le désordre est très très proche. Et à ce moment-là, vous avez des problèmes différents. Là, on est dans un système où l'interaction est complètement ponctuelle, donc il ne voit pas du tout les autres impuretés. Donc une fois qu'il est là, il se souvient plus que l'autre était là. Elle a complètement disparu. Ok. Bien. Donc maintenant qu'on en est là, eh bien justement, ce qu'on discutait tout à l'heure, on va calculer un petit peu les coefficients de transport. Ok. Voilà, là, on est prêt maintenant pour aller vraiment calculer les coefficients de transport. Donc, nous en sommes au 4. On va calculer les coefficients de transport. On va rentrer dans la vraie vie. Et on va commencer par le Drude, puisqu'il nous suggérait ça tout à l'heure. Hop, hop, hop. Putain, ce masque, j'en peux plus. Bon. Alors, on va regarder quand même un petit peu les ordres de grandeur. On va revenir à un truc plus concret. Ça sera très bien. Après des intégrales dans tous les sens. Oui. Posez. Le transport, c'est quoi? C'est une quantité? C'est un phénomène? Alors, le transport, c'est ce qu'on appelle un coefficient de réponse linéaire, en fait. C'est-à-dire, les coefficients de transport, c'est simplement de dire, j'applique, c'est la réponse à une perturbation extérieure. D'accord. Et en particulier, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une quantité thermodynamique. Pas une quantité liquide. Donc vous ne pouvez pas mesurer, enfin, sauf cas très exceptionnels, des propriétés thermodynamiques avec du transport. Par exemple, pour les transitions de phase, c'est pas ça que c'est pas un outil intéressant à mesurer. Par contre, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous pouvez mesurer des tas de temps de relaxation de temps caractéristiques avec du transport. Donc vous avez accès à toute une autre physique avec du transport. Mais c'est pas une quantité thermodynamique. Alors par contre, vous avez aussi un truc intéressant qu'on fera pas cette année, ou peut-être, je sais pas si on a qui s'intéresse, c'est toutes les relations d'Onsager, tous les machins comme ça, là, pour ceux qui aiment bien les propriétés de symétrie d'Onsager, des machins, des trucs. Il y a tout un chapitre qu'on peut faire là-dessus, sur les problèmes de réponse linéaire, et de machin, là, tous les gens qui aiment bien s'énerver sur les neurones, là. Donc ça c'est bien, ça se vérifie bien. Alors pas tellement à l'ambiante, mais pour ceux qui ont fait la physique microscopique là, comme moi, ça marche très bien à basse température. On peut jouer à regarder quand on inverse des contacts, quand on fait machin, les symétries, haut, bas, droite, gauche, etc. C'est assez amusant. Et ça on le voit en transport. Bon, alors on peut faire déjà la chose la plus simple du monde. On va regarder tous les combien quelle est la longueur qu'un électron, qu'une particule parcourt avant de se faire taper dans quelque chose. Alors ça c'est toujours un jeu amusant parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Et c'est bien quand même de se mettre des chiffres en tête.
Donc, parce que je pense que la plupart d'entre vous vont faire de la physique du solide. Donc on va regarder les distances. La physique, c'est quand même mettre des nombres. On n'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc le temps entre deux collisions, ce qu'on appelle en général le libre parcours moyen. Alors, libre parcours moyen, en fait, on peut l'écrire comme ça. C'est 1 sur n sigma total. Donc, n, c'est la concentration en particules, hein. Densité de particules. Et puis, sigma, c'est la surface efficace. Surface de collision, hein. Bon. Donc essentiellement, ce que vous pouvez prendre, c'est que si vous imaginez un volume, n'importe quoi, vous prenez un volume élémentaire, vous prenez le nombre de particules qu'il y a dedans. À chaque particule, vous lui accrochez sa surface de collision à elle. Et puis vous regardez, le reste qui vous reste, c'est la longueur sur laquelle l'électron peut bouger. Tout le reste est pris par la surface des particules. Donc le reste qui n'est pas pris par la surface de collision, c'est sur quoi il peut se promener. Et donc vous trouvez à ce moment-là 1 sur n sigma total. Donc n fois sigma, c'est bien l'inverse d'une longueur. Donc vous trouvez ce qu'il faut. Voilà, donc vous êtes content quand vous avez fait ça. Et tout va bien. Alors maintenant, combien ça vaut ce bazar? Alors on va le faire pour un gaz, hein, c'est plus simple. Donc je vous fais l'exercice pour ceux qui veulent faire prof, là en troisième, ça tombe bien. Pour un gaz, vous avez PV égale nRT. Ça doit bien marcher cette histoire. Donc vous avez N qui est égal à PV sur RT. Bon, j'ai tellement mal écrit que vous allez me dire que vous ne savez pas lire. Ouais, ça doit pas. Vous maîtrisez ça? C'est bien. Comment? Mieux que les intégrales gaussiennes. Vous voulez pas écrire plus fin que la dernière fois? Vous voulez plus fin encore? Bah, c'était pas. Je sais pas, moi je voulais plus fin. Bah, depuis ça a grossi. Oui, Ça grossit avec le temps. je pense que vous avez appris le même stylo. Ouais. Ah, j'écris plus fin alors? N égale. Je peux voir. Ça c'est le plus fin, je crois. Ouais, c'est presque mieux. C'est mieux encore? Ah là je peux pas plus petit là. Les paramètres plus réussis. Hein? Les pour voir. C'est mieux? Non mais je crois que le problème c'est que j'écris mal, hein. Vous pouvez le prendre dans tous les sens. Bon, j'écris comme ça alors. Non, je croyais que la dernière fois on avait dit. Vous croyez que j'écrivais mieux, mais non en fait c'est pas. À mon âge c'est foutu ça. Bon, PV égale nRT. Bon, jusque là c'est vachement bien. Donc P on va mettre 10 puissance 5. On va mettre 1 mètre cube, comme ça ira bien. Ah ouais, il faut mettre le nombre d'Avogadro parce que sinon ce bazar ça. Hein? La densité de particules, c'est pas la même chose que la quantité de matière de PV égale nRT. Et Le N de PV égale nRT, c'est en mol. ouais, c'est pour ça que je remets Le en. N de densité de particules, c'est grand N sur le. En VV, ce sera bon, en principe. J'enlève le V, c'est bon? Ouais, en VV, comme ça, on aura une PV densité égale fixe, nRT, on dans ce temps-là, Ouais, V égale NKT. Il n'y a pas de V, quoi. Ouais, Bon, il n'y a pas de V, d'accord. Mais je mets la pression quand même. pas de V. Bon, R c'est 8, hein, si je me souviens bien. C'est pas R, c'est KV. C'est KV du P égale NKT. C'est ça, P égale NKT. Ouais, c'est ça. Et là, c'est le bon N. Bon, c'est bon ou pas là? Non, c'est KV. Pas trop, ouais, en principe, c'est KV, ouais. Bon, attendez, on va pas s'y mettre à 30 pour faire un problème de troisième. Bon, alors vous me dites ce que ça vaut, moi j'ai mes notes, hein, puis voilà. Alors dites-moi ce que ça vaut. J'écris quoi là? Ah bah, il n'y a plus personne là. Alors. Hein? P sur KVT. Voilà. Ah ouais, mais attendez, là, vous changez tout là. Ah, mais au moins, Non, c'est la même chose. C'est le bon N. là, c'est la densité. Non, mais moi je veux le nombre. Bon, alors, moi je trouve que là-dedans, il y a 2,5 10 puissance 25 molécules par mètre cube. Allez, hop. Comme ça, on s'emmerde pas. Et ça, par contre, je suis sûr du résultat.
Ça, c'est juste. Et ben, ça fait beaucoup de molécules par exemple. Eh ben, ça fait beaucoup, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que quand même, dans un gaz, il y en a un paquet, un wagon. Là, c'est à 300 K, là. Ouais, c'est à 300 K. Ah oui, vous avez raison, il faut le préciser. Donc en fait, ça fait beaucoup. Et alors quand vous calculez, par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous... Ah, là, c'est donc à l'ambiance, 10 puissance 5 pascal. Donc quand vous faites des pressions, par exemple, de... Là, ce qu'on fait couramment au labo, c'est des pressions de 10-6 millibars. Donc 10-6 millibars, ça fait 10-9 bars. 10-9 bars fois 10 puissance 5, ça fait 10-4 pascal. Bah, 10-4 pascal, vous avez encore 10 puissance 19 molécules par mètre cube. Dans 10 puissance 19, 25 moins 6, ça fait 10 puissance 19. Donc même quand vous êtes, et ce qu'on appelle 10-6 millibars, c'est déjà du vide. Enfin, 10-6 millibars, c'est déjà du vide qui est relativement poussé. Donc quand vous êtes dans des vides dits cryogéniques, donc qu'est-ce qu'on fait de mieux, le vide cryogénique? Parce que dans l'espace, le vide, il n'est pas bon du tout, en fait. Il y a plein de merde dans l'espace. Donc le vide cryogénique, c'est ce qu'on fait de mieux. Donc les gens qui font de l'ultra vide, bon, je ne sais pas du tout mon domaine, mais je crois qu'ils descendent à 10-12 en millibars. Donc 10-12, ça vous fait du 10-15. Et bien à 10-15, ils sont encore à 10 puissance 10 molécules par mètre cube. Ça paraît étonnant, mais dans leur gros bâti d'épitaxie, ils ont encore 10-30 molécules qui se baladent. Alors qu'ils sont vraiment dans le mieux, dans ce qu'ils font de mieux en ultra vide. Donc ça m'a toujours étonné parce que c'est quand même des chiffres vachement gros. Alors, la surface efficace de collision. La surface efficace de collision. Pour un gaz, ouais. La surface efficace de collision, c'est typiquement pi à carré. Et A, vous mettez... avec A, on va prendre le rayon moléculaire typique. On va mettre 2 10 puissance 10 mètres. Je sais plus lequel j'ai pris, mais enfin, on s'en fout. Parce que c'est toujours... Ouais, j'ai dû prendre ça, le rayon de bois. Enfin, j'ai dû prendre ça, donc ça vous fait un sigma de 1,2. C'est vrai, ça, on parle de molécules ou d'électrons? Ah non, ça c'est des molécules, hein, ça c'est gros. Non, ça c'est gros, un électron c'est vachement plus petit que ça. Puis en plus, bon, les électrons, je donnerai les chiffres après, mais un électron, c'est le choc binaire d'électrons, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Parce que, et vous trouvez à ce moment-là un libre parcours moyen qui va être de L qui est égal à 1 sur n sigma, qui est de l'ordre de 300 nanomètres. Alors ça par contre c'est assez petit si vous voulez, c'est-à-dire que même avec un système comme ça qui est de l'air qui est quand même peu dense, hein, parce qu'on dit que l'air c'est quand même pas dense, ben, en fait les molécules elles se tapent tous les tiers de micron. Donc en fait c'est relativement courant. Alors par contre ce qui est quand même intéressant c'est que ça suffit pas pour homogénéiser de la température. Ce que je veux dire c'est que vous savez quand vous chauffez un gaz, ce qui est efficace pour transmettre la chaleur c'est quand même la convection. Si vous faites que de la diffusion comme ça fait que dalle. Enfin, je veux dire, si moi je mets mon bras zéro ici, le temps que lui il est chaud là-bas, enfin en dehors du problème qu'il y a à la fenêtre, il va se passer un moment. Alors pourtant, elles se tapent quand même très très souvent entre elles. D'accord ? C'est un truc qui est quand même assez... voilà, les chiffres ils sont là. Et ça vous donne un taux pour le transport qui est de l'ordre... Alors si vous prenez une vitesse de 500 mètres secondes, je ne sais plus ce que j'ai pris, alors vous trouvez 620 picosecondes. Alors j'ai pris une vitesse de 500 mètres secondes. Donc pour faire ça, vous prenez un demi de kT, enfin un truc comme ça, 3,5 kT, enfin comme ça. Et 620 picosecondes, c'est pareil, il se tape dedans quand même extrêmement souvent. Donc ça c'est pour les collisions binaires. Alors ceci dit, les collisions ternaires, alors ça j'avais regardé à ces pressions-là, c'est complètement négligeable. Ça c'est vraiment un truc, collision ternaire, il n'y en a absolument pas. Alors, par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un métal, donc pour ceux qui vont travailler sur du transport dans des métaux, dans un métal, les taux,
c'est de l'ordre de la picoseconde. D'accord? Donc dans un métal, c'est extrêmement court. C'est encore 500 ou 1000 fois plus court. Donc les temps de relaxation dans les métaux, enfin sauf cas particulier, parce qu'il y a des cas extrêmement, genre les verres de spin ou des trucs comme ça, où c'est beaucoup plus long. Mais dans un métal, en général, les temps caractéristiques, c'est quand même de la picoseconde. Donc on est vraiment sur des temps très très courts. Donc ça, c'est une des choses qui est expérimentalement délicat dans les métaux, dans les solides en général. Quand on veut aller chatouiller les temps caractéristiques de ces systèmes-là, il faut vraiment aller à très haute fréquence. D'accord, vous n'allez pas les avoir en branchant un fil. Le système, il s'équilibre tout de suite, instantanément. Votre truc, l'électron, il relaxe avec la picoseconde. D'accord. Donc, il ne faut pas s'imaginer les temps de relaxation comme étant des trucs qui vont durer longtemps. Okay. Et donc, le temps... Ah oui, alors, c'est pour ça que la libre parcours... alors, on pourra le calculer... plus tard, mais le libre parcours moyen dans un métal, c'est extrêmement court aussi. C'est-à-dire qu'un électron, il se tape dans quelque chose, mais alors d'une façon, il se tape la tête vraiment souvent. Alors les libres parcours moyens les plus grands qu'on obtient, quand je faisais des trucs très purs en semi-conducteur, par contre, on peut obtenir à très basse température, par contre, ça peut aller au millimètre. Mais vraiment à très basse température, quoi. C'est des choses... moi, ça m'est arrivé d'avoir des trucs au millimètre. C'est quand même très rare. Donc bon, gardez ces ordres de grandeur en tête, que bon, là, on est dans les temps de collision, c'est plutôt la picoseconde dans des métaux, ça peut aller à quelques centaines de picosecondes dans l'air que vous respirez. C'est à peu près ça. Bon, enfin, c'est pas... Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer le problème de l'approximation du temps de relaxation, donc c'est ce dont monsieur parlait tout à l'heure. Bien, donc ça c'est l'approximation centrale. Alors l'équation de Boltzmann, c'est un truc que j'ai jamais bien compris parce que c'est un truc que les matheux adorent. Donc il y a plein de gens qui font de la physique mathématique autour de l'équation de Boltzmann. Par exemple, Villani, il a fait ça. Alors je sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais il y a toute une branche de la physique mathématique où les gens s'excitent autour de l'équation de Boltzmann. Essentiellement, ils regardent, je sais pas, des trucs à proxer pour regarder si ça marche. Je sais pas quoi. Alors, l'hypothèse qu'il y a là-dessous quand même... Bon, c'est que f est différente de f0. Bon, ça, jusque-là, il n'y a pas trop... C'est pas un scoop. Hein. Mais... Ce qu'il y a quand même derrière, c'est que l'effet des collisions, est de ramener f vers f0. Alors, dit comme ça paraît idiot, mais en fait, c'est pas complètement sûr, parce qu'on pourrait très bien imaginer un process, au lieu de ramener vers F0, je mets de l'énergie et le truc qui part dans tous les sens. C'est pas forcément une trivialité, ça, et ça la ramène sur un temps. Alors, est-ce que je mets le 0 en bas ou en haut? Je sais plus comment j'avais noté ça. Ouais, en fait, j'ai mis les 0 en haut. Je vais essayer de m'en tenir à une notation claire. On va essayer quand même, dans 2 secondes, de le faire bien. Donc, je mets les 0 en haut, d'accord? Je mets là le 0. Et donc sur un temps tau, d'accord? Voilà. Donc ça, l'idée, c'est que voilà, mon truc, j'excite mon système en mettant une tension, ça va se taper dedans, boum, et ça revient vers F0. D'accord? Donc j'éteins le courant, boum, ça revient vers F0 sur un temps tau. Okay. Donc on va linéariser Boltzmann. On linéarise l'équation de Boltzmann. Et on obtient simplement un truc tout bête. Hein, vous avez df sur dt plus v gradient r de f plus f gradient p de f est égal à moins f
moins F0 sur taux. Et alors là, je mets que le taux, par contre, il peut dépendre de l'énergie. D'accord? Mon taux peut dépendre de l'énergie. Et ça, c'est l'équation de Boltzmann linéarisée. Alors ça, vous l'avez reconnu hein, tout à l'heure, c'était le df sur dt collision. Taux de E, c'est un taux qui dépend de l'énergie. D'accord, donc ça je le marque ici. Parce que ça, c'est par contre quelque chose d'important. C'est quelle énergie? L'énergie à laquelle on évalue la fonction f? Non, mais c'est l'énergie de mes particules, les porteurs de charge. Oui, donc l'énergie à laquelle on évalue la fonction f. Ouais, tout à fait. Bon, alors là, quand on a ça, bon, ben, je dis pas qu'on a gagné, mais enfin bon, on a entre guillemets une simple équation dérivée partielle, d'accord? Parce que ici, ben, on a f, on a une dérivée par rapport à f, on a une dérivée par rapport au temps, mais on a plus simplement, on a perdu ce df sur dt qui nous embêtait ici, d'accord? Alors, par contre, il faut être sûr qu'on puisse faire ça, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement considérer qu'on va ramener ici vers f0 avec un temps de relaxation. Donc ça veut dire en particulier, bon ça vous avez reconnu que c'est simplement une approximation linéaire, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans des systèmes où on va tellement exciter le truc, on va shooter f tellement loin que finalement on va jamais le ramener à la condition d'équilibre. D'accord, sinon ça ne marchera pas. Donc ça c'est quand même vrai pour des bases d'énergie. C'est pas vrai si on commence à exciter le système trop loin. Alors, bon, ça nous donne évidemment une écriture pour f qui est évidente. Hein. Donc on en déduit simplement que f, on peut l'écrire sous la forme f0 plus, enfin moins plutôt en l'occurrence, moins un taux qui dépend de l'énergie multiplié par df sur dt plus v gradient r de f plus f gradient p de f. Voilà, ça je peux l'écrire aussi comme ça. F par F0 dans la partie... Hein? On n'approxime pas par F0 pour tout ce qui est dérivé. Ah, ça on le verra après. Hein. On verra après. Alors, par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien, c'est que vous avez que F0 annule l'intégrale de collision. Pardon. F0, vous annulez l'intégrale de collision, d'accord? Cette partie-là, f moins f0 sur taux, c'est effectivement 0. Ben non, si vous faites f moins f0, vous faites f égale f0, ça fait 0. C'est évident. D'accord, donc là, quand vous dites l'intégrale, vous parlez du gros terme de... Ouais, bah, c'est... on va dire l'intégrale de collision, le terme de collision. D'accord. Le terme de collision. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que c'est pas une solution de l'équation de Boltzmann. Alors ça c'est normal. Hein. Alors il y a plusieurs façons de le voir. Il y a, bon. Alors une façon de le voir, c'est que si vous prenez un système et que vous le mettez en équilibre par une excitation, par définition, si vous le mettez hors équilibre, sur la fonction de distribution, on ne peut pas être la fonction de distribution à l'équilibre.
Donc c'est pas possible que quand vous mettez un système hors équilibre, la solution de l'équation de Boltzmann soit une solution à l'équilibre. Parce que ça veut dire que votre système n'a pas répond à une stimulation extérieure par une fonction d'équilibre. Donc là, ça c'est pas possible. Comme vous avez une réponse qui est irréversible au système, vous ne pouvez pas revenir à une fonction d'équilibre. Donc ça peut pas, F0 ne peut pas, et ça vous le voyez très bien, parce que si vous mettez une force et une vitesse, si vous mettez F0 de ce côté, vous allez trouver 0, mais si vous mettez F0 de l'autre côté, vous ne pouvez pas trouver 0 si vous avez une force et une vitesse. D'accord? Là, vous ne pouvez pas trouver 0 dans ce truc-là. Ouais. C'est un F0 avec le 0 en haut, le dernier que vous avez pris. Ouais. Le F0 annule le terme. Ouais. Non, c'était juste pour être sûr que ça reste le même. Ah F0. ouais, non, mais ouais, non, vous avez raison. Ouais, Faut que j'essaie de faire Vous soigneusement. pouvez Parce garder que... la même notation, c'est Non, mais ouais, tout à fait. Vous avez raison, j'avais promis d'essayer de le faire bien. Voilà. Donc, voilà. Donc ça c'est juste une remarque de bon sens, si vous voulez, mais dire que le F0 ne peut pas être solution d'une équation en équilibre, que vous retrouvez ici. Si vous faites F égale F0, vous avez le terme de droite qui va s'annuler, mais le terme de gauche ne pourra pas s'annuler. D'accord ? Sauf si vous êtes à l'équilibre, à ce moment-là, F, V et F s'annulent aussi, et vous trouvez 0 égale 0. Bon, ça c'est assez logique. D'accord ? Donc, on sait que la solution ne peut pas être F0 sur cette truc-là. Voilà, donc on va calculer après, tout de suite après, des choses simples. Donc on va d'abord être dans un système où on va mettre simplement une force extérieure simple. Et à partir de la prochaine fois, on va commencer à calculer gaiement tous les coefficients de réponse. Non, pas tous, pas les plus merdiques. Du transport. Ok ? Qui c'est qui voulait me voir demain en fait ? Il y a quelqu'un qui voulait me voir demain, mais il n'est pas là. Si, c'est où ? Vous savez où est mon bureau ? Non. Eh bien, vous traversez en face. Bâtiment E, vous montez au dernier étage. Voilà. Puis après, vous êtes dans un couloir et puis vous me demandez et tout le monde se change. Ok ? Bon, allez, voilà, on fait une pause. Ah oui, chose pour tout. Ah oui, tout à l'heure, le chairman, j'avais oublié, on n'a pas fait ça. Hein ? J'espère juste que je suis plus. Bon, ça, vous y êtes plus. Moi, c'est rien. Je suis toujours dessus. Allez. C'est qui? Il est pas là? Il est en anneau ou pas lui? Il en aime plus ou pas? Là il est en anneau lui, non? Bon, on va chercher un... Bon, bah c'est bon alors. Donc vous avez compris le jeu, hein? Voilà, c'est ça. Ah oui, chose, pendant le séminaire, essayez de ne pas vous connecter avec du ROM parce qu'on va essayer de faire un zoom. Et si vous connectez trop avec du ROM, ça met à plat le truc. Ok? Monsieur, je ne comprends pas les choses. Oh, bah. Moi non plus, rassurez-vous. Mais vous êtes le prof, donc vous pouvez vous permettre.